Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Silence on roule hors série spécial statistique premier trimestre de 2025. On le sait tout le monde, le premier trimestre, mais en fait le début de 2025 a été assez houleux. Et pour parler de l'état de la situation, des statistiques réelles et de l'impact de tout ça sur les immatriculations de véhicules électriques au Québec, on a avec nous en studio... Afin de donner une touche analytique, voici l'indécryptable Fred Saint-Laurent. Hey! Monsieur Fred Saint-Laurent, qui est seul aujourd'hui. Malheureusement. Et notre collègue Jean-François Morissette, qui a des obligations personnelles, il n'a pas pu se libérer. Et nous avons décidé, en ingrats que nous sommes, de faire ça tous les deux, sans lui. Mais il est quand même là d'esprit, justement. Oui, parce qu'il m'a beaucoup aidé dans l'analyse. Le travail qu'on présente, il contribue. Puis tu sais bien de le dire, Frédéric, c'est très différent, là. Donc, il a participé autant qu'avant à la préparation de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais il n'est pas là physiquement pour en parler en studio. C'est plutôt ce que je voulais dire. Fred, je l'ai dit en ouverture, il y avait du vent de face. Oui, c'était fast, mais c'était du vent de face en ce début 2025. Donc, les conditions étaient pas de ce qu'on pourrait appeler des plus favorables. Effectivement, disons, on ne sait jamais c'est quoi qui est le pire, mais on se rapprochait plus probablement du pire que du mieux. Si on essaie de faire une liste, c'est plate un peu de commencer avec ça. Probablement plusieurs d'entre vous le savez déjà. Mais c'est parce que c'est essentiel à comprendre tout le reste de ce qui s'en vient. Ça va mettre la table et les gens vont être capables de mieux comprendre les chiffres qu'on va donner après et de comprendre les raisons réelles. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Hein. On entend beaucoup désintéressement des consommateurs. Pas sûr que c'est un désintéressement des consommateurs, mais il y a d'autres facteurs vraiment très précis qui sont venus jouer sur le fait qu'il s'est immatriculé moins de véhicules. Donc, si on regarde justement ces facteurs-là, je dirais probablement le pire, puis il y a certains indices justement qu'on va voir un peu plus tard qui nous portent à penser que c'est vraiment lui qui est le pire, c'est l'arrêt / la pause des rabais. Je dirais puis même personnellement, le pire d'entre les deux, c'est la pause du rabais. De l'incitatif du gouvernement provincial. Ah, tout à fait. Puis Fred, ça fait plusieurs fois qu'on le dit parce qu'il y a eu des situations semblables un peu dans le passé. Quand quelque chose arrête de façon définitive, si les gens ont besoin d'une voiture, ils vont l'acheter quand même. Zut, c'est trop tard. Ouais, j'aurais dû l'acheter avant. Mais si on te dit, il n'y en aura plus là, d'incitatif, mais dans 2 mois, ça va revenir, tu fais quoi? À moins d'être vraiment très, 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 très pressé, tu attends 2 mois pour avoir l'incitatif. Donc, ça a eu pour effet de repousser des acquisitions de véhicules dans le temps. Donc, si on vient d'analyser ces mois-là où il n'y avait pas de subvention, mais on savait qu'il allait revenir, c'est certain que ça a créé un ressac artificiel temporaire. Un peu comme à l'inverse, d'ailleurs, et puis je pense que c'est important qu'on le dise, il y a eu l'effet inverse quand on savait que les subventions étaient pour finir à la fin de l'année passée. Réduire. Réduire, oui. Effectivement, réduire. Donc, les gens se dépêchaient, ont devancé des achats pour avoir la pleine subvention, sachant que ça allait réduire dans les mois qui viennent. Mais là, c'est l'effet inverse. On sait que la subvention va revenir, donc on attend puis on repousse plutôt que d'accélérer, on repousse. Donc, un dans l'autre, là, c'est pas. Il n'y avait pas un surplus d'intéressement au mois de novembre-décembre, puis il n'y a pas moins d'intéressement là, mais c'est juste qu'on déplace des achats. Donc, sur ce point-là, en tout cas, c'est probablement un effet majeur là, qui peut justifier les chiffres qu'on va vous présenter dans quelques instants. Un autre facteur qui a influencé,
probablement beaucoup moins, là, mais qui a quand même eu une influence, c'est tout le jonglage des tarifs. Un tarif ici, pas de tarif là, ou toute l'incertitude par rapport à ça. Pendant un bout de temps, on pensait que tous les véhicules augmenteraient de 25%. Après ça, oups, non, c'est pas le cas. Donc, au final, maintenant que ça s'est un peu stabilisé, probablement jusqu'au lendemain que ça va être diffusé, parce que la loi de Murphy fait que c'est là que ça va changer. Oui, mais... et la personne qui prend les décisions change pas d'idée souvent d'abord? On va-tu manger quelque chose chez Taco Bell? Oui, on pourrait aller chez Taco Bell, effectivement. Mais c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup d'incertitudes là-dessus. Au final, oui, il y a certains modèles qui sont impactés par les tarifs, mais il n'y en a pas tant que ça. En pratique, certaines compagnies ont 1 ou 2 modèles ici et là d'impactés. Je pense dans celui-là, il y en a à peu près 7-8 modèles parmi tous les 100 plus modèles, justement, qui sont maintenant sur le marché, plus les modèles des 3, appelons-les les 3 grands électriques des États-Unis, c'est-à-dire Tesla, Lucid puis Rivian. Donc, ces 3-là, eux autres sont pleinement affectés parce qu'ils ont 0 usine au Canada. C'est principalement ça la raison. Si on oublie ces 3-là, il y a quelques modèles ici et là affectés par les tarifs, pas tant que ça. Oui, puis les gens pensaient que ce serait vraiment un élément majeur, alors que dans les faits, la vaste majorité des véhicules ne sont pas touchés par... des modèles, je devrais dire, ne sont pas touchés par cette surtaxe. Il y a quand même aussi une certaine incertitude économique généralisée avec toute l'histoire de tarifs, même si on sort du domaine automobile, comme là, l'aluminium, l'acier, peu importe, puis ce qui va arriver demain qui va être différent. Ça, c'est certain que ça l'a pas aidé et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça continuera pas à aider non plus. Et je dirais probablement un autre facteur qui a influencé aussi, peut-être moins au Québec qu'ailleurs, par exemple, parce que c'est la réputation d'un gros joueur dans le portrait qui est Tesla. La réputation de Tesla au niveau de l'image, la marque et tout, on dira ce qu'on voudra. Certains, il y a des personnes qui vont dire non, non, non. Les chiffres le prouvent à plein de niveaux, que ce soit les chiffres en Europe, que ce soit nos chiffres qu'on va creuser un peu plus tantôt. L'image de la marque Tesla a descendu, ce qui affecte définitivement les marques de Tesla. Et pour certaines personnes qui regardent ça de l'extérieur, certaines personnes généralisent un peu moins au Québec, mais c'est quand même là que si Tesla a de la misère, c'est parce que c'est pas bon, puis ils font juste arrêter de regarder les voitures électriques. Tout à fait, oui. Puis on sait que l'américain, dans le sens états-unien du terme, là, au-delà de Tesla, souvent en électrique, il n'y a point de salut. Là. Donc, une voiture électrique, c'est automatiquement une Tesla. C'est justement en train de changer, ça aussi. Si on regarde un peu ce qui se passe au sud, là, OK, on s'entend, il y a encore beaucoup d'avance. Leur avance avait continué. Mais je dirais probablement qu'aux États-Unis, c'est là que ça descend moins vite qu'ailleurs. Mais clairement, en Europe, ça a pris une débarque. Sans scoop, on regardera les chiffres tantôt. Ça a pris une débarque ici aussi. Oui, ça en découle. Ben, justement, Fred, entrons dans le vif du sujet, dans les chiffres. Le premier chiffre qu'on donne toujours, qui est celui du nombre de véhicules électriques immatriculés sur nos routes au Québec. Quel est-il si on le compare avec celui qu'on avait en fin d'année 2025? En fin d'année 2024. Oui, je l'ai dit ça, je peux pas le dire. Oui, non, c'est ça. Donc, on est rendu à 387 101 véhicules électriques et hybrides rechargeables. On combine tout le temps les deux dans ces chiffres-là, ensemble sur nos routes. C'est-à-dire, finalement, ça correspond à peu près à 5,24% de nos véhicules qui sont justement électriques ou hybrides rechargeables, soit presque 1 sur 19. On avait atteint le 1 sur 20, on se rapproche du 1 sur 19. Ouais. En termes d'augmentation, comparativement à l'année passée, justement, on parle d'une augmentation de 10 855. C'est certain que pour ceux qui se rappellent des 2 derniers trimestres, on avait des augmentations de 39 000 et de 38 000. Fait que, c'est certain que c'est pas resplendissant. Mais c'est une augmentation quand même. Et c'est important parce qu'on entend parler de ralentissement, mais c'est un ralentissement de l'accélération. Donc, en fait, on a de plus en plus de véhicules électriques, mais à une vitesse un petit peu moins vite qu'avant, disons. Mais il y a quand même une augmentation. Là. Il n'y a pas moins d'auto électriques sur les routes qu'il y en avait. Il y en a plus. Là. Puis si on compare un peu des pommes avec des pommes, justement, si on se rappelle, si on revient un peu en 2024, l'annonce de la fin des rabais, l'annonce de la diminution des rabais, c'était faite à peu près à la fin du premier trimestre 2024. Ouais. Fait que les chiffres du premier trimestre 2024, si on veut, c'est les chiffres qui n'avaient pas subi l'effet que tu parlais tantôt, justement, l'effet d'amplification ou de motivation de « faut qu'on achète tout de suite, sinon on n'aura plus nos rabais au complet. Ouais. Donc, les chiffres du premier trimestre 2024 n'étaient pas influencés par ça. Fait que si on compare, justement,
ce 10 000-là, c'est 44 % de ce que c'était dans le premier trimestre 2024. Okay. Vous allez me dire, ouais, Fred, c'est même pas à moitié. Effectivement, c'est pas la moitié. Il faut se rappeler la première chose qu'on a listée au début, qui est tout le monde qui ont voulu l'acheter, surtout dans les 2 derniers mois que le rabais provincial n'était pas là, ils ont dit, je vais attendre 2 mois, je vais me faire 4 000 $. C'est certain qu'il y a eu un bon déplacement. Fait qu'il y a des ventes que plutôt que de les récupérer dans nos statistiques d'aujourd'hui, on les a eu dans nos statistiques du dernier épisode, dans le fond, parce que les véhicules ont été achetés plus vite. Donc, il y avait eu du déplacement avant, et là, il va y avoir du déplacement après aussi. Il y a eu du déplacement des 2 côtés. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le creux d'une vague. Oui, tout à fait. On va pouvoir confirmer mon impression au prochain trimestre. Mais c'est ça. Donc, je dirais, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure de ce 44 %-là. Oui, c'est vraiment très conjoncturel, puis je pense que tu l'as bien décrit, l'espèce de déplacement avant puis déplacement après, ce qui fait que ça crée un creux dans le milieu. Notre ami Daniel Breton nous parlait dernièrement il appelait ça le concept Coppertone. Oui, c'est ça. Il a pas fait très beau pendant le mois de mai, donc Coppertone a vendu beaucoup moins de crème solaire. Donc, conclusion qu'il faut tirer, c'est que les gens sont moins intéressés à se mettre de la crème solaire. Ben non, il a juste fait moins beau. C'est une question de climat. En fait, c'est un peu ça, là. Y a-tu vraiment quelqu'un qui aime ça, se mettre de la crème solaire? Je m'en mets parce qu'il faut, mais c'est pas mon Non, mais quand même. Mais ça explique bien qu'il peut y avoir une conjoncture, puis il faut faire attention aux conclusions que l'on tire. C'est pas parce qu'il s'est vendu moins de voitures électriques ou que l'accélération était moins grande que ce qui était anticipé dans le dernier trimestre, que ça veut dire qu'il y a un désintéressement. Il y a vraiment une conjoncture qui explique. Ceci explique cela et on pourra voir dans les prochains mois si nos hypothèses se maintiennent. Donc, la progression annuelle, Fred... On est quand même à, on va dire 40 %, là, 39,96, mais on a quand même, sur un an, on a aujourd'hui 40 % de plus de véhicules qu'il y a un an. Donc, comparé à la fin du premier trimestre 2024. Donc, c'est quand même pas mauvais. Mais c'est certain que l'année passée a contribué beaucoup dans ce 40 %-là. Ici, on regarde Statistique Canada, qui est une autre source intéressante de données, parce que ça se concentre plus sur les nouvelles immatriculations. Et des fois, quand on dit on compare, on se console, justement, ça nous permet de nous comparer pour se consoler à moitié. Donc, depuis justement les derniers trimestres, on était clairement en top de liste, justement, on était les premiers au niveau canadien. Là, on est revenu un peu plus dans ce qu'on y était l'ordre normal déjà depuis plusieurs années. On a tendance à se péter le bretelle, c'est au Québec qu'on a le plus de véhicules électriques et tout. Oui, effectivement, c'est au Québec qu'on a le plus, mais c'est parce qu'on a plus de population que la Colombie-Britannique. Depuis plusieurs années, la Colombie-Britannique, en termes de pourcentage, il y avait plus de leur immatriculation qui était des véhicules électriques que nous. Et là, on est revenu un petit peu à ça, justement. Mais ça, on est revenu à ça avec un creux qui est le creux, justement, comme je disais, du 2 mois pas de subvention, que du monde ont probablement retardé leur achat. Fait que si on regarde, justement, nous, on était, premier trimestre 2024, on était à 14,45 % au Québec. Et ce trimestre-ci, on est à 13,22 %. Donc, finalement, en termes de nouveaux véhicules, on est à justement de nouveaux véhicules électriques versus essence. On est pas très loin, mais... Juste un petit peu en retard de l'année passée, mais pas tant que ça. Quand on compare à la Colombie-Britannique, justement, la Colombie-Britannique sont à 17,8 %. Donc, on est quand même une couple de pourcents en arrière, mais si on compare à l'Ontario, ils sont à 6,9. Donc, 13,22 versus 6,9, définitivement en avant de l'Ontario, un petit peu en arrière de la Colombie-Britannique. Et si justement le phénomène de vague, comme moi je suis assez convaincu que c'est passé justement, et que là on reprend cette vague-là, puis qu'on retombe à un rythme un peu plus normal prochain trimestre, j'ai l'impression qu'on va pouvoir reprendre les devants à nouveau sur la Colombie-Britannique. Parfait. Écoute, un autre élément sur lequel on met toujours un focus, c'est de regarder la progression du tout électrique quand on le compare à l'hybride rechargeable, parce qu'on sait qu'on est passé il y a plusieurs années déjà à un monde où il s'achetait plus d'hybrides rechargeables que tout électrique. À un moment donné, on a atteint la parité. Il y a quelques années, on a passé avec un pourcentage plus grand de tout électrique par rapport aux hybrides branchables. On est rendu à combien si on regarde le premier trimestre de 2025? Si on regarde justement pour le premier trimestre, on est à... il y a eu un ajout sur nos routes de 8329 véhicules électriques et de 2526 hybrides rechargeables. Donc, finalement, 76,9 %, c'est 100% électrique versus 23,1 % d'hybrides rechargeables.
Donc, la tendance continue à être beaucoup plus de véhicules 100% électriques que d'hybrides rechargeables, malgré ce que certains concessionnaires, manufacturiers, prétendre que c'est le retour dire. de l'hybride rechargeable. En tout cas, c'est pas ça qu'on voit du tout ici, là, et au contraire. Exactement. Mais je dirais que ça fait un bout de temps que ça varie à peu près entre 75 et 85%. Justement, de 100% électrique versus hybride rechargeable, dépendant d'un trimestre à l'autre, dépendant des arrivages, dépendant de... C'est à peu près autour de ça. Finalement, on peut dire à peu près 80%. Là. Ouais. Peut-être un petit peu moins autour de ça. On parle de trimestre. On parle pour un trimestre. Ou même, ça fait une couple d'années déjà que c'est à peu près ça. Okay. On voit le pourcentage, justement, des 100% électriques qui continue d'augmenter. Ouais. Mais le pourcentage accumulé, parce que justement, c'est qu'on rattrape un arriérage. Oui, tout à fait. Mais si on regarde justement le portrait global de l'ensemble des 300 quelques 1000 véhicules électriques, le pourcentage de tout électrique est de 71%, c'est ça? C'est ça. Alors qu'on sera justement, donc probablement, si on continue à garder à peu près un 75-85, on va probablement commencer à atteindre un certain équilibre que ça va arrêter de varier. Oui, on va dans le bout de 75-25 partout. Hein. C'est ça. Ça devrait rester à peu près là, j'ai l'impression, jusqu'à temps que peut-être d'autres choses changent au niveau du marché. Oui, tout à fait. Ça fait déjà une couple d'années que c'est de même, puis ça continue. Donc, tout le monde qui dit que les hybrides rechargeables reprennent du vent, peut-être ailleurs dans le monde, je ne sais pas, mais les chiffres au Québec ne nous le montrent pas. Si on parle de nos objectifs, et là encore, on entend parler qu'il est possible que les objectifs changent, mais au moment où on se parle, on a toujours des objectifs de 2 millions de véhicules pour 2030. Est-ce que c'est toujours atteignable malgré l'apocalypse que l'on décrit dans les médias des derniers mois? Est-ce que c'est atteignable? Oui, moi je suis convaincu que c'est atteignable. Justement, si on regarde, justement, au niveau de notre prédiction, on n'a pas mis à jour la date de fin de prédiction. Jusqu'à date, depuis quelques temps, depuis peut-être à peu près, je dirais, 1 an, on prévoyait autour de juillet 2029 qu'on atteindrait le 2 millions. Des fois, on a joué peut-être un mois avant, un mois après, tout dépendant, on a ajusté un peu les courbes. Mais là, ce coup-là, j'ai volontairement pas touché aux courbes parce que c'est tellement un trimestre qui est n'importe quoi à cause de toutes les vents de face que ça ferait juste créer des fausses paniques. Ça me surprendrait que ça pourrait créer des fausses joies, mais ça ferait juste potentiellement trop de bruit pour rien dans l'équation. Fait que je me suis dit, on va attendre le prochain trimestre. Et à partir du prochain trimestre, là, on va pouvoir prendre une décision un peu plus éclairée sur le sujet. C'est une variable qui est moins significative, ou en tout cas qui est plus atypique. Puis c'est ça. Tu fais volontairement le choix de ne pas en tenir compte pour le moment. Dans les prochains mois, on va être honnête. On va le rattraper par la suite. Ça va probablement ça va quand même retarder un peu. C'est à peu près certain. Là. Ça serait surprenant qu'une baisse de l'accélération n'ait pas pour effet de retarder un peu. Si on reviendrait au rythme qu'on était avant, ça serait minimal. Je m'attends quand même à ce qu'on revienne un peu plus lent à cause qu'il y a eu beaucoup d'anticipation, justement, comme tu disais, que c'est un déplacement à l'avance qui s'est fait l'année passée. Donc, veux pas, ça va ralentir un peu, mais j'ai de la misère à quantifier combien. Justement, prochain trimestre, ça devrait commencer déjà là à pouvoir faire des prévisions un peu plus réalistes. Puis aussi, justement, le bout que tu as dit, justement, il y a beaucoup de monde qui dit, devrais-tu retarder les objectifs ou réduire les objectifs et tout ça? C'est comme, excusez, moi, quand mon patron me donne un objectif, là, c'est pas, hey Fred, je pense que tu vas arriver là. C'est, hey Fred, fais ce que ça prend pour arriver là. Donc, si le gouvernement s'est donné un objectif, il ne devrait pas retarder l'objectif dès qu'il voit un défi. Il devrait se dire, OK, c'est quoi qu'il faut qu'on mette en place pour nous aider à atteindre notre objectif? Parce que cet objectif-là, c'est pas juste de, on s'amuse après. Tu sais, justement, c'est pas une gageuse sur un sport que le seul but, c'est de dire, hey, j'ai prévu le futur. C'est qu'il y a un objectif. Tu sais, il y a un gain à aller atteindre cet objectif-là. Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'économie, tout l'argent d'électricité qui reste au Québec, il y a une trolley d'avantages. C'est pour ça que l'objectif a été mis en place. À part si on dit que ces avantages-là n'étaient pas vraiment là, ce que je pense pas que ce soit le cas, parce que c'est des vrais avantages et on les constate, puis il y a plein d'études partout pour dire que c'est des vrais avantages, on devrait continuer à se donner les moyens pour y arriver. Pas se dire « c'est trop dur, je le fais pas ». Écoute, cet éditorial est une gracieuseté de Frédéric Saint-Laurent. Non, parce que moi, justement, ça me met hors de moi. Non, mais t'as raison. Puis moi aussi, ça me déstabilise un peu de voir que pendant des années, on faisait mieux que ce qui était prévu, puis on était timide sur l'augmentation des objectifs. Mais là, dès que ça va un petit peu mal pendant 2-3 mois, on parle de baisser les objectifs. Mais il faut dire, par contre, qu'il y a énormément de lobbies au moment où on se parle pour baisser les objectifs.
particulièrement deux groupes, là, les constructeurs automobiles et les associations. Donc, l'Association des constructeurs automobiles du Québec, etc., c'est-à-dire des concessionnaires automobiles, pardon, et les constructeurs automobiles eux-mêmes qui voient les lois qui sont mises en place pour l'atteinte de ces objectifs-là comme étant contraignantes dans certains cas, pouvant leur coûter des sous s'ils ne réussissent pas à s'y conformer parce qu'ils se sont pas pris d'avance, parce que, bon, il y avait les deux doigts dans le nez. Et là, ils voient une opportunité de faire reculer un peu le gouvernement sur certaines règles un peu restrictives pour eux. Donc, leur jeu, c'est d'expliquer à quel point c'est inaccessible puis inatteignable et qu'on devrait vraiment revoir les objectifs. Donc, il y a énormément de pression. C'est pour ça que c'est important de faire contrebalancer cette désinformation-là. Daniel Breton le fait très bien. Quand on donne des chiffres et qu'on explique les chiffres comme on le fait, je pense qu'on le fait nous aussi à notre façon, mais c'est important d'être capable de remettre les pendules à l'heure pour dire les bonnes et les vraies choses. Frédéric, vient un moment où nous devons parler des modèles de véhicules afin de voir quels sont les modèles de véhicules les plus... je fais attention avec le terme populaire, mais en tout cas les plus présents en termes d'immatriculation sur nos routes. Le cumul, finalement. Oui, le cumul, c'est ça. Donc, est-ce que ce qui s'est passé dans le dernier trimestre a fait changer beaucoup les résultats que nous connaissions? Il y a eu moins de véhicules de vendus, donc moins de mouvements au total. Ça, c'est certain, justement. Là, tous les chiffres sont plus bas. Il y a eu beaucoup de véhicules d'accumulés avec les années. C'est certain que le classement, il a moins bougé. Justement, si on regarde au niveau du classement, en tête du classement, ça ne change pas. Le modèle le plus populaire est la Tesla Model 3. En revanche, ce qui change, c'est le mouvement de la Model 3. Ça faisait déjà un bout de temps qu'elle ralentissait un peu. On voyait qu'on se disait en bonne partie, bon, c'est les berlines qui sont de moins en moins populaires. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un autre phénomène et on va peut-être creuser un peu plus tard là-dessus. Mais en gros, la Tesla Model 3 qui avait réussi à dépasser le 30 000, juste être arrivé à la surface du 30 000, elle a dit « Coucou! » et je redescends. Donc, elle est maintenant redescendue. Donc, oui, vous avez bien compris, la Tesla Model 3, il y a moins de Model 3 sur nos routes. En fait, le 31 mars, il y avait moins de Model 3 sur nos routes le 31 mars qu'il n'avait le 31 décembre 2024. Donc, des gens qui auraient vendu en Ontario, aux États-Unis ou ailleurs, ou qui sont juste encore chez les concessionnaires, qui n'ont pas été revendus. Il n'y a pas tout de suite quelqu'un qui n'a pris possession. Donc, justement, il y a eu une diminution de 247 Model 3, donc on est revenu à 29 257. La Tesla Model Y a fait un peu mieux, mais c'est quand même pas très resplendissant non plus. Elle est en deuxième position. Exactement, en deuxième position, rendue à 25 393. Une maigre augmentation de 265. En revanche, une chose, on va être honnête, là, une chose à se rappeler, c'est qu'il y a eu un changement de modèle. Et oui, c'est maintenant des modèles 2026 qui sont vendus. Mais justement, il y a eu un changement pour le nom de code qui était la version Juniper. Donc, il y a eu un changement de modèle qui est un gros redesign. Finalement, est-ce que la Model 3, il y a eu de cela un an? La Model Y vient de l'avoir. Donc, ça, c'est certain que ça crée un peu un effet de je veux pas avoir la vieille, je veux la nouvelle. Et juste aussi une creuse dans les lignes de production, l'approvisionnement, disponibilité et tout. Donc, je m'attendais à avoir une certaine pause ou un certain ralentissement au niveau de la Model Y, ça c'est certain. Sinon, en troisième position, on n'a encore toujours pas de changement. La Hyundai Kona avec 22 346, une augmentation de 422. Suivi, une fois de plus, pas de changement, Mitsubishi Outlander avec Outlander hybride rechargeable avec 18 253, soit une augmentation de 459. Et c'est justement le premier hybride rechargeable, donc le plus populaire. Oui, tout à fait. Suivi de la Hyundai Ioniq 5. Ça, c'est nouveau. Oui, elle a monté, effectivement. Elle était à la 7e position et elle arrive en 5e position avec, honnêtement, je m'attendais que la Ioniq 5 fasse bien. Elle était déjà très populaire. Elle avait une très bonne tendance déjà depuis quelques trimestres en 2024. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse aussi bien que ça comparé aux autres. Donc, elle est maintenant rendue à 16 215, soit une augmentation de 1169. Ensuite, on a la Toyota Prius hybride branchable à 16 085, donc une augmentation de plus 307. Donc, c'est elle qui était en 5e. Hein, donc, elle est descendue en 6e. Exactement. Le Outlander. Finalement, le Outlander est venu passer les deux Toyota parce que là, on a les deux Toyota un après l'autre. Ouais. Donc, tout de suite après la Prius hybride branchable, on a le RAV4 hybride branchable avec 15 893 et plus 368.
Ouais. Fait que les deux sont décalés d'un en bas à cause de la Ioniq 5 qui est C'est passée en avant. ouais, mais ça reste qu'ils sont. C'est les hybrides branchables parmi les plus populaires avec le Outlander. Ouais. Mais honnêtement, je me serais attendu que le RAV4 fasse un peu mieux et dépasse. Parce qu'on s'entend, là, entre 15 000, on va y aller 15 900 puis 16 000, là, il n'y a pas grande différence. Ouais, là, ouais. C'est très proche. Moi, je me serais attendu à ce que la RAV4 Prime, pas Prime, hybride branchable maintenant, dépasse la Toyota Prius hybride branchable. Ça pourra peut-être arriver dans le prochain trimestre. Peut-être Qui prochain sait, trimestre. on est tellement proche. C'est ça, étant donné la tendance que les VUS sont tout le temps plus populaires. Mais justement, mine de rien, la Prius hybride branchable, qui est un véhicule que personne parle, qui est banal, puis que bof, qui soulève aucune passion, entre guillemets, et il a dépassé la Model 3 et la Model Y combinée en termes de progression pendant le trimestre. Ouais, tout Donc, à juste fait. pour dire comment Et c'est le trimestre, 6e véhicule rechargeable le plus vendu, le plus immatriculé au Québec. Ça. Quand même, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, c'est un véhicule qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est là, qui prend sa place, qui est à la garde, qui, malgré un trimestre au ralenti, a quand même une progression honnête et tout. Ouais, donc, intéressant. Et ensuite, donc ça, c'était 6e, 7e place. En 8e place, on a le Chevrolet Equinox, qui conclut sa première année. Oui. Et puis, quelle année de... oui, en un an, il a passé de « je suis pas là » à « je suis en 8e place ». Exactement. Donc, on parle maintenant de 15 073. Son dernier trimestre a été un peu plus gêné, c'est certain, avec plus 728. Mais on s'entend, il pouvait pas... C'est certain qu'il aurait de l'air gêné comparé au trimestre précédent. À 728, c'est un des bons trimestres. Oui. Là. Tu sais, je veux dire, oui, un des bons modèles dans le trimestre. Il y a la Ioniq 5 qui a mieux fait, là, puis on va en avoir un autre modèle bientôt, mais c'est un des bons. Là. On va y aller un peu plus dans les progressions. Dans un autre, on l'a trié par progression aussi parce que ça révèle certains véhicules qu'on ne voyait pas là, ou certains phénomènes qu'on ne voyait pas. On a aussi, après ça, en 9e position, la vénérable Bolt EV. Qui descend pendant que l'Equinox, elle monte, ce qui est tout à fait logique, je pense. Oui. Elle descend, mais ses immatriculations ont remonté, malgré qu'on s'entend, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ne sont plus en vente. Donc, on voit exactement le phénomène auquel on s'attendait, que il y a eu justement un engouement vers « je veux mon nouveau véhicule électrique » pendant que j'ai le 12 000 au complet de rabais. Ouais. Non, 11 000, excusez. 11 000 au complet de rabais, 12 000, c'est il y a quelques années déjà. Donc, 11 000 au complet de rabais. Fait qu'il y en a eu plusieurs qui sont ramassés chez les concessionnaires dans l'usager. Ben là, ils reviennent sur nos routes tranquillement, pas vite. Donc, sont rendus à 14 703 et il y en a 93 qui sont revenus sur nos routes, qui avaient pris une petite pause. Ouais, puis qui ont été immatriculés. Pendant que l'autre trio revenait. Ouais. Puis là, ils reviennent sur nos routes. Intéressant. Et en 10e position, qui est passé de la 12e à la 10e position, on a la Volkswagen ID4. Quand même. Fait que ça, il s'en est vendu parce que... Une augmentation de 860. On s'entend, la Volkswagen ID4 avait eu un très bon 3e trimestre, mais on s'attendait à ce que le 4e trimestre de 2024, je parle, on s'attendait à ce qu'il soit mollo parce qu'à la fin du 3e trimestre, il y avait eu un rappel qui a arrêté les ventes, histoire de poignée de porte, puis ça n'a rien à voir avec l'électrique, mais le véhicule était quand même sous rappel puis ils ne pouvaient pas le vendre. Donc, ils se sont repris. Il y avait beaucoup de véhicules justement de 2024 qui attendaient à être livrés. Donc, ils se sont beaucoup dépêchés de les livrer pendant qu'il y avait tous les rabais, tous les incitatifs. Et même après, ils ont continué à offrir sur le bras de Volkswagen, ils ont continué à offrir des rabais intéressants pour quand même réussir à les liquider parce que les 2025 s'en venaient. Donc, ils ne voulaient pas garder des vieux 2024 accumulés. Tout à fait. Quelques autres points intéressants à soulever dans si on veut, le classement, là, justement, le cumulatif depuis le début, donc le portrait de ce qu'on a sur nos routes maintenant. La Nissan Leaf, qui était 10e, est passée en 12e position avec une diminution de 40 véhicules. La Bolt EV la Bolt EV et la Chevrolet Bolt EV et Chevrolet Volt avec un V, les deux ont fait un peu comme la Bolt avec un B. Ils ont remonté, même si c'est des véhicules qui sont plus disponibles déjà depuis plusieurs années. La Bolt EV a remonté de 208 et la Volt a remonté de 9. On s'entend, le 9, c'est pas autant, mais elle avait moins diminué c'est aussi. quand même des voitures qui ont plusieurs années. Là, quand on parle des Volt, quelqu'un qui va s'acheter une Volt usagée, elle a
plusieurs années dans le corps. Donc, c'est des voitures, et ceux qui doutent de la durabilité des véhicules électriques, là, c'est quand même impressionnant. Oui, puis j'ai souvent entendu parler de... justement, c'est des gens qui travaillent chez Simon-André à Trois-Rivières, véhicules électriques à Trois-Rivières. Ce qu'ils disent, c'est que c'est pas tuable, ça, là, les Volt. Ils en ont, puis ça continue à rouler. Ils ont bien d'image, c'est des très bons véhicules. C'est certain que, rendu à une année, avec les années, il y a des problèmes, mais la plupart, c'est des problèmes qui se réparent. Les pièces sont disponibles, puis ça en général, sont très fiables. Et finalement, un petit détail comique, justement, en 18e et 19e position. En fait, justement, ça l'a ressorti justement clairement. Je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas remarqué avant, mais c'est un drôle de combat, mais c'est entre la Kia EV6 et le Ford F-150 Lightning. Deux véhicules qui n'ont rien à voir. Ah, deux catégories totalement différentes. Mais les deux, ils switchent un et l'autre, un passe devant l'autre et ainsi de suite. Donc là, maintenant, c'est le Ford F-150 Lightning qui reprend la 18e position à la EV6, mais ils ont déjà alterné ces positions-là entre eux plusieurs fois. Et finalement, juste pour souligner, le top 20, justement, puis ça rejoint un peu qu'on disait que les 100% électriques sont plus populaires que les hybrides rechargeables. Eh bien, notre top 20 est composé de 14 100% électriques versus 6 hybrides rechargeables. Tout à fait. Excellent. Donc, ça nous fait un beau portrait de ce qui s'est passé au niveau des modèles de véhicules les plus... le positionnement de popularité, là... j'ai envie de dire overall, hein, on comprend bien l'expression. Ouais. Donc, c'est sur les routes, on peut prendre une photo du Québec puis on regarde ce qui roule au Québec en termes de véhicules électriques, c'est ça. Mais maintenant, la réalité et ce qui était populaire là, donc la progression du dernier trimestre, c'est d'autres choses. Donc, tu l'as dit en première place, c'est toujours la Model 3 qui est la plus populaire au Québec, suivi de la Model Y, même si dans les faits, ils n'ont pas beaucoup progressé dans le trimestre, voire même régressé. Mais si on regarde vraiment cette progression-là du trimestre, c'est qui nos champions? On va donner, si on veut, le classement par ordre vraiment du nouveau nombre de véhicules, mais on va faire une analyse un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, étant donné la situation présente qui est différente. On va comparer les véhicules comparés à leur progression du dernier trimestre. Donc, finalement, ça permet de voir chaque modèle comment il a continué sur son aire d'aller. Ouais. Si on regarde justement l'aire d'aller, si on peut se permettre le terme, l'aire d'aller moyenne est de 28% ce que c'était le dernier trimestre. Donc, finalement, si on regarde la progression du premier trimestre 2025 versus le dernier trimestre 2024. Donc, on roule à 30% à peu près c'est ça. On va mettre un chiffron, c'est ça. Okay. Fait que, on a, justement, il y en avait 38 000 le dernier trimestre. Là, 38 000 nouveaux véhicules. Ouais. Et là, maintenant, ce trimestre-ci, il y en a 11 000, donc à peu près 30%. Ouais, okay. Donc, la Hyundai Ioniq 5, qui justement est la championne, avec 1169 de plus, elle a justement, comparé au trimestre précédent, 26,6%. Donc, elle continue à suivre le rythme général. Et je rappelle, si vous avez bien suivi ce qu'on vous explique depuis le début, on le compare avec le trimestre précédent, qui était le dernier trimestre de 2024. Le dernier trimestre de 2024 était probablement artificiellement trop élevé pour les raisons qu'on a expliquées. Et celui actuel qu'on analyse, donc le premier de 2025, est probablement artificiellement trop bas. Donc, on compare deux choses qui ont été débalancées l'une par rapport à l'autre, juste pour qu'on comprenne bien ce qu'on regarde. Ça, le but, c'est pas autant de voir la dynamique du marché, mais vraiment voir quel modèle a mieux fait que d'autres dans ces circonstances. Ça en est mieux tiré, exactement. Dans ces circonstances donc, la Hyundai 5, elle a bien fait, mais elle a fait 26,6% de ce qu'elle avait fait dans le dernier trimestre. À peu près la moyenne. Elle avait justement eu un très bon dernier trimestre. Et inversement, justement, la deuxième position, qui est la Volkswagen ID4, qui avait eu un très mauvais dernier trimestre 2024, a ce coup-ci, justement, eu plus 860, donc en deuxième position, mais elle, ça y fait 150%. Donc, elle a fait mieux qu'au dernier trimestre de 2024. Oui, mais c'est à cause que, justement, elle a eu des ventes face aussi ce trimestre-ci, mais elle n'avait eu, c'était un mur qu'elle avait eu l'autre trimestre d'avant. Donc, c'est pour ça. Mais donc, ça en est très bien sorti. Puis, justement, ils ont su mieux faire avec du vent qu'un mur. Oui, tout à fait. C'est très bon. Le Chevrolet Equinox, justement, qui est en deuxième position avec plus 728. Mais c'est quand même gêné, justement, comparativement au dernier trimestre. Lui, c'est une drop, là. C'est ça.
Justement, qui n'a pas eu beaucoup de baisse, ou du moins de baisse, c'est le Ford F-150 Lightning. Je m'excuse, c'est parce qu'on n'a pas dit le chiffre pour le Chevrolet Equinox. Plus 728 avec 7,8 C'est 7,8 Donc, l'Equinox, il s'en est vendu seulement 7,8 de ce qu'on avait eu au dernier trimestre. Donc, on peut voir, mais ça démontre également, quand on disait à l'Equinox en fin d'année 2024, c'est hallucinant la quantité qui s'est vendue. Ben, il y avait une quantité anormalement élevé, ben là, ça se reflète dans le chiffre qu'on voit là, évidemment. Il y a plusieurs facteurs. Je travaille pas chez Chevrolet, GM ou quoi que ce soit, mais c'est pas. J'envisage, ça serait possible que voyant toutes les diminutions de rabais annoncées à l'avance, que GM Canada ait décidé de check. On envoie tous nos modèles. On envoie beaucoup plus de modèles au Québec, ou même GM Amérique du Nord qui décide on envoie beaucoup plus de modèles au Canada, surtout au Québec, avant la fin de l'année, puis qui travaillent vraiment fort à les écouler avant la fin de l'année, ce qui fait qu'il en restait un peu moins, puis peut-être qu'ils ont un petit creux d'approvisionnement. Ça, je ne sais pas, il faudrait vérifier qu'eux autres, mais c'est le genre d'affaire aussi qui est possible. Fait qu'il ne faut pas non plus tenir rigueur à Chevrolet. « Hey, vous n'avez pas bien... Ouais. » Non. Puis on le fait pas, on le fait jamais parce que c'est difficile à quantifier, mon cher ami, mais je pense qu'il y a aussi des types de véhicules dont l'acheteur type est plus propice à acheter en période où le deal est bon que d'autres. Je te donne un exemple. Je suis pas certain que l'acheteur typique de Porsche attend la fois dans l'année ou dans la décennie qu'il y a un deal. Tu sais, il a le goût de s'acheter une Porsche, il s'achète sa Porsche. Les gens qui achètent les voitures d'entrée de gamme, puis que c'est leur type de véhicule, ben ils vont être très sensibles au prix. Et quand on est dans une période où là, il y en a disponibles et que les deals sont bons, puis qu'on sait que ça va coûter plus cher après, ben pouf, on va être plus porté à devancer notre achat. Donc, je pense que le Chevrolet Equinox est un véhicule qui est plus propice à bénéficier des avantages ou des désavantages du marché, contrairement à la 4e position qui est le Ford F-150 Lightning, qui lui, ben, c'est peut-être une clientèle qui achète des véhicules de cette grosseur-là, sont peut-être moins portés. C'est surtout que les Lightning n'étaient pas nécessairement autant... justement, je pense qu'il y a peut-être juste certaines versions de base qui est admissible aux incitatifs provinciaux et fédéral, mais justement, il était moins admissible et on voit que malgré tout quand même bien fait, avec plus... En fait, je pense qu'on n'a jamais vu justement le Lightning en 4e position des progressions, avec plus 492, qui correspond à 44,1% du dernier trimestre. Fait que c'est quand même, il s'en est sorti mieux que le 30%, justement. Ouais. Et si, juste pour continuer un peu dans le sujet que tu étais, justement, parce que c'est quelque chose que je voulais aborder plus tard, mais on peut l'aborder là, c'est une tendance, justement, si on regarde vraiment par marque et par modèle, les marques et les modèles qui étaient à la base pas admissibles au rabais ont été à peu près pas influencés. Ben non, parce qu'ils étaient déjà pas admissibles au rabais, donc le critère rabais ne les a pas affectés. Et donc, ça prouve que le critère rabais était vraiment les premiers. Ça, plus peut-être l'incertitude économique est moins un facteur aussi pour les acheteurs de ces véhicules-là qui sont pas admissibles, là. Mais les deux ensemble, justement, la plupart des véhicules, que ce soit Lucid, Audi, malgré qu'Audi, justement, c'est drôle à voir. Audi, ils ont la Q4, qui était admissible en certaines versions de base, qui était admissible au rabais. La Q4 a été beaucoup influencée, quand même pas pire influencée, alors que les autres Audi ont été à zéro influencés. Tu regardes Porsche, pas influencé, Lucid, même tous les modèles moindrement chers en prix, ils suivent la tendance sans être impactés. Alors que ceux justement qui étaient admissibles, on voit beaucoup plus l'impact. En 5e position des progressions, justement, on a le Mitsubishi Outlander avec 459, soit 26,7. Donc, il a fait... il a affronté les vents de la façon moyenne, si on veut. Il a suivi la tendance. Une qui a surprenamment bien faite, c'est la Hyundai Kona EV avec plus 422. Le 422 n'est pas impressionnant, mais si on regarde comparativement au trimestre précédent, c'est 47,4. Donc aussi très bien performé. Pas loin. La Nissan Ariya à plus 375, 30,6%. Donc à peu près la tendance. Le Toyota RAV4 hybride branchable, que tantôt je disais je m'attendais à mieux que lui, puis finalement j'aurais peut-être pas dû. Parce qu'il a fait plus 368 et c'est 60,6%. Donc c'est quand même malgré tout très bien. Un autre que j'aurais pas prévu voir dans le top 10 des progressions, la Subaru Solterra. Tiens donc. Avec plus 354. En fait, justement, elle a fait même mieux que la Toyota BZ4X.
Puis ce plus 354-là correspond à 56,9% versus le fameux 30% qu'on parlait. Et même chose pour la Toyota hybride branchable, à plus 368, ce qui correspond à 80%, malgré qu'elle avait justement été plutôt mollo depuis un bout de temps. Là, on dirait, ça a bien été. On a tellement parlé que la disparition des électriques puis que les hybrides, pour reprendre peut-être Toyota on su en prendre avantage. On surfer sur cette vague-là. C'est ça. Qu'ils en profitent. Donc, Fred, il y a quand même dans les véhicules qu'on a nommés, en tout cas dans certains des véhicules qu'on a nommés, des véhicules qui sont des nouveautés qu'on n'avait pas dans les autres années, donc qui sont arrivés en cours d'année. Peux-tu nous tracer une rétrospective là, de ces véhicules-là? Si on regarde dans toute l'année au complet, là, justement dans la dernière année, donc du premier trimestre 2024 à ce premier trimestre-là 2025, historiquement, on les listait toutes. Mais là, maintenant, il y en a 30. Ouais. Voilà, ça en fait beaucoup. Une fois de plus, on ne peut pas passer sous silence l'Equinox avec son arrivée en coup de tonnerre. Puis c'est la fin de sa première année, donc on va arrêter d'en parler dans cette section-là. Le Silverado EV qui continue à bien faire, justement que lui aussi arrive à 1 an. Donc, finalement, dans les Chevrolet qui sont arrivés en même temps, ben justement, il y a 15 073 Equinox et 936 Silverado. C'est beaucoup moins, mais il est beaucoup plus cher. Oui, c'est pas la même gamme de véhicules. Le Mazda CX-70 aussi, que lui aussi, ça va faire 1 an, ça en sort quand même assez bien que 860. En 6 mois, le Volvo EX30 avec 629, c'est quand même bon. Oui. On n'en a pas parlé, j'avoue, il faudrait que je regarde c'était quoi sa progression ce trimestre-ci. Il n'avait pas fait notre top 10, mais c'est quand même une très bonne progression en 6 mois. Le Prologue, que lui aussi, ça va faire 1 an, qui est sur nos routes à 501. Puis là, il y a vraiment beaucoup de modèles, on ne les listera pas toutes. Si on regarde vraiment dans les nouveaux qui viennent d'arriver ce trimestre-ci, en 10e position, on a le Jeep Wagoneer S avec 136 véhicules. On a aussi la Cadillac Optique, donc un autre véhicule antique, mais pas antique comme vieux, mais qui finit en X. Comme la Lyrique Optique. Hein. Puis même l'Escalade, ben lui, il n'est pas X, on peut le dire X, là, mais c'est IQ. Ouais. IQ, mais bon. Fait qu'ils aiment les IQ à la fin de leur nom. Faut croire que ça doit être leur thématique marketing. Mais ça, donc, les Cadillac optiques, il y en a 120. 120 en 3 mois pour une Cadillac, c'est quand même bon. Là, on descend pas mal plus pour s'en aller à la 26e position et des chiffres beaucoup plus bas. La Mercedes-Benz E-Class avec 11. Et une nouvelle arrivée, la Polestar 4 avec 3 véhicules. On va voir. Justement, je suis curieux de voir comment il va faire. C'est peut-être qu'il venait juste d'arriver à la fin du trimestre. C'est quand même un véhicule assez dispendieux. Fait certains, je m'attends. À la base, Polestar est un peu plus. C'est pas un gros joueur du marché. C'est un véhicule cher. Fait certain, je ne m'attends pas à ce que ça rattrape la Polestar 2, même si c'est non, lui, c'est grand quasiment dans la VUS. Là. Il est assez gros. C'est un bon gros véhicule. C'est ça qui est populaire, mais malgré tout, je ne m'attends pas à ce qu'il rattrape la Polestar 2 parce qu'il est cher. Mais justement, il y a la Polestar 3 qui s'en vient le prochain trimestre, qui pourrait être intéressante à voir, qui est une berline encore, un peu plus chère, donc un peu plus gros que la Polestar 2. Mais bon, ça, c'est le futur. On va se concentrer sur ce qui s'est passé. Et un tout nouveau, qui est en 30e position sur nos 30, qui est la Bentley Continental. Ouais. On ne s'entend pas qu'il y en ait beaucoup. C'est une Bentley 1. On rappelle, Frédéric, que c'est très important que nos auditeurs sachent que si on possède 2 Polestar 2, ça ne fait pas une Polestar 4. Hein? Très important. Ouais. Donc, il y a d'autres phénomènes qui ont été intéressants à observer, Fred, entre autres, beaucoup moins de variations dans les marques des modèles de luxe. Pareil comme on l'a dit tantôt. Évidemment, c'est ça, les rabais. Hein? Donc, un véhicule qui n'avait déjà pas de rabais, ben, t'enlèves les rabais, il se trouve être moins affecté. La descente aux enfers de la Ford Fusion Energy, ça se poursuit? Oui, mais j'ai été content dans un de nos... J'avoue, je n'avais pas fait d'enquête, j'ai pas été voir Ford, puis je n'avais pas entendu parler nulle part, mais il y a un de nos lecteurs sur le site de l'AVEC, dans les commentaires, qui nous dit « Ouais, mais c'est à cause qu'il y a un rappel. » Donc, il y a un rappel et il rachète les vieux véhicules. Donc, ça doit être je pense que c'est quelque chose qui doit être réparé, et ils ont calculé que ça devait être moins cher de racheter le véhicule que de le réparer. Donc, c'est pour ça que j'ai pas les détails sur c'est quoi, mais c'est pour ça la descente aux enfers. Donc, il y a une explication.
Donc, moi, je suis content d'avoir une explication. Ouais, tout à fait. Mine de rien, on est maintenant rendu avec plus de 600 Hummer EV sur nos routes. Donc, ça avait été un très lent départ, mais là, ils prennent de la vitesse malgré tout. Les Hummer EV, c'est qu'il y en a deux versions. Là, la version camion / pick-up ou la version VUS. Donc, il y a 353 versions VUS et 276 versions pick-up. Et je dirais une autre chose intéressante à voir, la tendance de la Mazda MX-30 semble s'être stabilisée et sa progression a à peu près plafonné. Dans la dernière année, il y a juste une augmentation de 71. Alors qu'au début, elle a bien fait, mais j'ai l'impression que peut-être en partie, la Fiat 500 a pris une partie de son marché. Elle revient moins cher, meilleure autonomie, un peu plus petite, mais la MX-30 n'était pas très grosse non plus. Donc, j'ai l'impression que ça fait partie des explications aussi. Maintenant, si on regarde par marque plutôt que par modèle, donc par fabricant de véhicules, là, on va s'attendre évidemment que le contexte socio-économique y est pour beaucoup. C'est une voiture qui vient, je sais pas moi, d'Asie ou qui vient des États-Unis ou qui vient du Canada, ça va être impacté ou non par les tarifs et ça, ou en tout cas perception d'impact. Et également, dans le cas de certaines marques comme Tesla, ben l'impact réputationnel, tu en as parlé tantôt, a pu venir jouer beaucoup. Parlons de Tesla, justement. On commence par là. Anyway, c'est le premier en haut dans le classement, donc ça va de soi de commencer avec Tesla. Ouais. Et c'est probablement, justement, on a glissé, on a envoyé une coupe d'indices pas subtils du tout sur le sujet. Ben oui, c'est ça. Donc, les progressions de Tesla, honnêtes, sont pas bonnes. On parle de seulement plus 56 véhicules. Et justement, la Model 3 a descendu, la Model Y a monté, à peine plus que la Model 3. Model S descend déjà depuis une couple d'années, tranquillement pas vite. Model X est à peu près stable. Cybertruck, c'est du bruit dans l'équation. Donc, au total, plus 56. Donc, c'est vraiment pas resplendissant, alors qu'il y en a plus de 50 000 sur nos routes. Donc, c'est plus 56 sur 50 000. On parle de plus 0,10% de progression versus le marché en général, qui a eu une progression de 2,89%. Et déjà, c'est pas beaucoup pour le marché. Le marché, c'est faible et est à 2,89 et Tesla est à 0,10. C'est ça. Mais là, moi, j'entends, des fois, je vois ce que le monde dit sur les forums, les discussions. Il y a tout le temps du monde qui ont moi, ce que j'appelle des lunettes là, avec du Pepto-Bismol, là, qui voient la vie en rose par rapport à Tesla. Puis qui dit, c'est à cause de la Model Y. Là. Il y a eu justement un arrêt, justement, comme je parlais, le creux de production de la Model Y. Et c'est vrai, oui, c'est un facteur qui influence. Donc, on ne regardera pas la Model Y. On ne regardera pas la S et la X. Leurs nombres sont trop bas. Même affaire pour le Cybertruck. Donc, il nous en reste un qu'on peut regarder, la Model 3. Et comme on a dit tantôt, la Model 3 a descendu. C'est 247. Ouais. Donc, OK, essayons de comprendre pourquoi. On a essayé de réfléchir à une couple d'idées pourquoi, puis on les a toutes considérées, les ceux qu'on a trouvés. S'il y en a d'autres, gênez-vous pas pour les rajouter dans notre article sur l'AVEC, justement. On va voir, peut-être qu'il y a des idées auxquelles on n'a pas pensé. Mais, bon, c'est certain que c'est pas une histoire de renouvellement comme pour la Model Y. La Model 3 a été renouvelée l'an passé. Donc, elle a été renouvelée l'an passé, donc c'est pas non plus qu'elle devient vieille. Justement, il y en a une nouvelle version qui a plusieurs améliorations intéressantes, mieux sonorisée, suspension beaucoup plus douce que l'était l'ancienne, un écran à l'arrière, siège ventilé, plein de petites affaires intéressantes. Et de façon générale, tous les journalistes justement, qui l'ont testé, ils disent définitivement une amélioration sur la génération précédente. Donc, il y a la seule chose qu'il y en a qui trouvent un point négatif, puis il faut s'y habituer, mais tout le monde qui n'ont eu une m'ont dit qu'une fois qu'ils s'y sont habitués, ça va bien, c'est le levier clignotant. Ah, le clignotant, oui. C'est ça, il n'y a plus de levier clignotant, c'est un bouton sur le volant, que j'avoue peut être un petit peu différent. Ben, selon moi, c'est pas assez pour expliquer une tendance à lui tout seul. Non. Surtout si on constate toutes les autres améliorations. Mais Fred, beaucoup de médias parlaient d'une baisse d'immatriculation de 90% de Tesla. Là. C'est ce que vous avez mesuré. Est-ce que c'est... Ben, c'est ça. Nous, on regarde, on veut le total. Donc, ça vient qu'à inclure... Justement, il y a eu... Eux autres, ils regardaient Tesla en général. Donc, justement, il y a eu 256 pour les modèles Y.
Faudrait faire le calcul, mais j'ai le feeling que si on dit c'est une baisse de 90%, ça doit être vrai. Ils sont basés sur les chiffres de la SAC, qui sont les mêmes chiffres que nous autres, mâchés différemment. Là. Ça doit être vrai, mais c'est juste qu'eux ne tiennent pas en compte. Je disais, OK, ça leur... Justement, ils regardent Tesla comme un tout. Puis là, il y a tout le temps l'excuse de la modèle Y qui arrive là-dedans. Fait que si on enlève la modèle Y, et aussi en regardant les immatriculations finales, ça nous permet de voir d'autres facteurs. Ouais. Justement, il y a peut-être des nouveaux véhicules neufs qui s'achètent justement du monde convaincu Tesla, qui adore les Tesla, du monde qui veulent tout le temps la dernière version, puis ils ont le droit, parfait. On a chacun nos goûts, les choses qu'on aime et tout. Mais justement, c'est qu'en regardant les immatriculations totales aussi, ça permet de souligner d'autres phénomènes. Puis aussi, on peut comparer avec la I4. Justement, OK, il y en a d'autres qui disent les berlines, ça pogne plus. Je suis d'accord, les berlines ont plus le c'est plus la cote, là, on en convient. Là. On dirait que tout, il faut qu'il soit tout le temps plus gros, plus haut et tout ça. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi, mais c'est la tendance. Donc, allons avec la tendance. Mais malgré tout, la BMW i4 a quand même eu une progression de 131. La Ioniq 6 de plus 85. La Polestar 2. Puis on s'entend, la Polestar 2, justement, c'est Polestar qui l'avait fait venir d'avance parce qu'ils voulaient pouvoir les vendre parce qu'ils voyaient les tarifs de 100% de la Chine qui s'en venaient. Parce que les Polestar 2 sont faites en Chine. Mais ils ont quand même réussi à en vendre 33, les Polestar 2. Excusez. Il y a eu une augmentation de 33 Polestar 2 sur nos routes. Donc, ça, je dirais, c'est les 3 berlines qui sont comparables, justement, à la modèle 3. Finalement, c'est les 3. Si on oublie les berlines de luxe, justement, là, donc c'est les 3 autres berlines qui sont comparables, ils ont toutes augmenté. Il n'y en a aucune de ces autres qui a diminué non plus. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est l'augmentation des prix à cause des tarifs. Je suis d'accord, Tesla, il y a une augmentation des prix suite aux tarifs, mais une fois de plus, ils ont été brillants, ils l'ont importé beaucoup avant que les tarifs arrivent. Puis justement, pendant quasiment tout le deuxième trimestre, ils ont vendu ceux-là. Mais justement, cette augmentation-là, c'était juste dans le deuxième trimestre, pas dans le premier. Donc, l'augmentation des tarifs non plus n'a pas eu d'influence. Finalement, la seule conclusion qu'on peut en venir, c'est l'image de la marque qui en est impactée. Et ça, d'ailleurs, on le voit dans l'usager. Il y en a des tonnes dans l'usager des Model 3 et leur prix descend de plus en plus. Je vais être honnête, j'en ai une Model 3. Je l'adore. Elle va bien. Puis justement, je n'ai pas entendu une autre chose aussi qu'on a considéré. Il n'y a pas eu de nouveaux problèmes soudainement qui sont arrivés sur l'auto au niveau mécanique, quoi que ce soit, fiabilité, whatever, qui ont dit on se tient loin de ça. Non, il y a déjà eu des problèmes. C'est des problèmes qui sont là depuis longtemps, qui sont connus, puis il y a des façons de moyenner avec. C'est pas ça qui a joué. C'est pas ça qui a joué. Je l'ai, ma Model 3. Elle va encore très bien. Je l'adore. Mais c'est au niveau de l'image de la marque, je constate très bien que l'image de la marque surtout au Québec, là, a beaucoup souffert. Et c'est la seule explication qui nous reste pour expliquer ça. Malheureusement. Et étant donné qu'à Silence on roule, on copine parfois avec la politique, mais c'est pas notre sujet central. Allons-y avec une analyse générale. Donc, si tu compares, par exemple, Tesla et Chevrolet, on se rend compte qu'en termes de chiffres, on n'est pas très loin. Hein? Chevrolet commençait à se rapprocher un peu de Tesla dernier trimestre grâce à l'Equinox et ses chiffres flamboyants. Mais justement, évidemment, Chevrolet a ralenti, mais il y en a quand même 1279, plus 1279 versus plus 56 pour Tesla. Donc, finalement, Tesla est à 58 827 et Chevrolet à 58 100. Donc, si la tendance se maintient, je peux prédire que prochain trimestre... Chevrolet va être en avant de Tesla. Exactement. À part si le vent tourne pour Tesla, on va voir. Oui, tout est possible. Si notre évaluation, que c'est la circonstance, l'image de la marque, politique et tout qui a influencé en grande partie, je ne m'attends pas à un gros revirement parce qu'il n'y a pas eu de gros changements dans le deuxième trimestre. Elon s'est éloigné du bureau ovale, mais ça reste que le mal est fait. Là, c'est ça. Le mal est fait en grande partie. Là. Puis une réputation, puis même, si on va y aller aux réputations, je me rappelle de beaucoup d'événements, même avant qu'Elon commence à se mêler de politique et tout ça. Dans les événements, des fois, justement, comme je l'ai dit, j'en ai une Model 3. On regarde des véhicules, ou quand je suis aux inscriptions, je liste les véhicules. Il y en a beaucoup de Tesla qui disent non, moi, je veux rien savoir de ça. Peu importe la raison. Fait que c'était déjà blacklisté pour plusieurs personnes, et ça l'a juste rajouté un autre niveau de blacklist, de liste noire. Sinon, pour les autres modèles, il n'y a pas eu énormément de changements. Justement, comme j'ai dit, déjà là, quand on parle de marque, il n'y a pas eu beaucoup de changements des modèles à cause des faibles progressions. Une marque, c'est un paquet de modèles amalgamés ensemble.
Donc, il y a encore moins de changements. Si on regarde quand même peut-être certains phénomènes intéressants à noter, Volkswagen, qui est en 9e position, a eu malgré tout, comme j'ai dit, un bon trimestre. Et a réussi, Volkswagen est en 9e position et commence à se rapprocher de Nissan qui est en 8e position. Donc, ils sont rendus à 14 981 versus 16 319 pour Nissan. Nissan, ils ont l'Ariya qui est là, qui est pas mauvais, mais il leur reste juste à peu près l'Ariya. Nissan, ils ont les temps durs en ce moment. Enfin, je ne m'attends pas à de gros éclats de Nissan. Volkswagen, j'avoue, ils ont à peu près juste la ID4. Ils ont aussi la Volkswagen ID Buzz. Je ne m'attends pas à des gros chiffres de la Buzz, mais probablement que d'ici quelques trimestres, si la tendance se maintient, justement, Volkswagen pourrait aller dépasser Nissan. Mazda en 14e place. C'est important. Donc, la Mazda en 14e place conforte son avance sur Polestar en 15e. Comme j'ai dit tantôt, Polestar en ce moment sont un peu dans un creux parce que la Polestar 3 et 4, la 3 commence à arriver là. Ouais, la 4 venait juste de commencer à arriver et coûtait très, très cher. La Polestar 3 est aussi un peu plus dispendieuse, soyons honnêtes. La Polestar 2 arrive de Chine, puis là, on travaille sur des inventaires qu'on a d'accumuler. Je ne m'attends pas à une très bonne progression de Polestar dans les prochains trimestres, malheureusement. Et il y a Subaru qui, étrangement, semble faire relativement bien avec la Solterra, qui est présentement en 16e place et qui se rapproche très près de Polestar. Donc, on pourrait même, dès le prochain trimestre, l'avoir devancé Polestar. Tout à fait. Allons-y avec des observations intéressantes dans d'autres segments de véhicules que le véhicule léger que l'on connaît, donc moto, camion, etc. Des nouvelles motos qui nous arrivent maintenant, les Can-Am Pulse. Oui, et Origin. En fait, je me rappelle plus c'est laquelle des deux. Il y en a une qu'on avait déjà vue apparaître dans nos relevés de façon étrange et qui était redisparue. Vraiment, il y avait eu genre, c'est peut-être justement la Origin, vu qu'il y en a un peu plus, genre, il y en avait eu 6-7 d'arrivée, trimestre d'après qui étaient redisparus pendant 1 an et plus qu'on les a pas revus. Et après ça, ils sont revenus. Et dans tous les cas, j'ai regardé, ils sont en ce moment dans le coin de Valcourt, Sherbrooke. Finalement, ils sont autour de l'usine où ils sont construits. Ou du moins, je ne sais pas s'ils sont construits là ou c'est la conception qui est plus localisée là, mais peu importe. Donc, on voit des liens de parenté sur la localité, mais c'est quand même bon d'y voir arriver. Et maintenant, c'est pas juste des fantômes qu'on n'explique pas, parce qu'à l'époque, j'avais cherché, voyons, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Puis j'ai juste trouvé 2-3 brides d'informations comme quoi Can-Am travaillait là-dessus. Maintenant, ils sont clairement annoncés, sont sur leur site, sont en vente. Donc, on peut s'attendre à les voir progresser. Si on va dans le beaucoup plus gros, on rajoute une coupe de roues, on s'en va dans les autobus. La Lion C, qui était la championne au niveau des autobus scolaires, à 1217, reste à 1217. Oui, et les déboires de Lyon font en sorte que c'est normal qu'ils ne s'en soient pas vendus. Là, il y a une relance qui est en train de se faire. Ça va peut-être bouger dans le prochain trimestre, mais il est tout à fait normal que ça n'ait pas bougé. Mais c'est déjà... Je suis content de voir la bonne nouvelle, justement, qu'au moins, ils semblent s'aligner pour survivre. Donc, si ce n'est que pour tous les propriétaires de ces autobus-là aujourd'hui, qui sont certains de ne pas se ramasser avec des problèmes de réparation et tout ça dans le futur. Aussi, dans le domaine de l'autobus scolaire, il y a la Bluebird Vision, qui a une augmentation lente, mais qui continue à augmenter de façon graduelle. On va peut-être se mettre à augmenter un peu plus, là. Qui sait, hein? On va voir. Malgré que c'est quand même pendant le trimestre que l'autre est à 0, ils ont fait juste plus 6. On va voir. Des fois aussi, ça peut prendre du temps, le temps que la machine se mette en marche. Mais c'est ça. Donc, ils sont rendus à 284 avec plus 6 dans le trimestre. Si on va au niveau des autobus municipaux, ça fait déjà quelques années, en fait, depuis 2021, que la New Flyer Excelsior, il y en a 40 sur nos routes. Fait que c'est stable, ça bouge pas. Mais en revanche, en progression régulière, tranquillement, lentement mais sûrement, la Novabus LFSE, qui en a eu une augmentation de 7, il y en a maintenant 37 sur nos routes. Si on grossit en tout cas, si on va dans le plus lourd... Transport de marchandises. C'est ça. Au niveau des camions lourds, c'est encore les 2 Bright Drop, que ce soit le 600 ou le 400, qui sont définitivement là, en avant de tout le monde. Ça, c'est plus ce qu'on appelle livraison locale. Oui, les cubes, les petits cubes, camions cubes. Moi, j'en vois souvent un venir dans ma rue, livraison de colis ou quoi que ce soit. Et si on va dans le plus gros, justement, donc dans le semi-remorque, le champion dans cette catégorie-là, c'est le Freightliner e-Cascadia avec plus 9 qui ont maintenant atteint 43. Fait qu'eux aussi, c'est une progression lentement mais sûrement.
Et on rappelle, Fred, que dans le cas des véhicules lourds, on est dans la même situation que dans les véhicules légers, c'est-à-dire qu'il y a eu une suspension des subventions. Donc, le programme de subvention pour les véhicules lourds a été mis sur la glace et devrait redémarrer, là, on nous dit incessamment, mais c'était confirmé, là, je pense que ça revient, mais c'est une question de date, là, mais ça devrait donner un grand coup de main parce que dans le cas du véhicule lourd, plus que dans le cas du véhicule léger, au moment où on se parle, la subvention est un facteur important parce qu'on parle pratiquement de 2 pour 1 dans le prix du véhicule là, électrique versus un. Non, c'est ça. Donc, c'est un facteur hyper important pour démarrer, lancer la roue. Là, on est au début. Là. Et aussi, il faut regarder. Oui, c'est certain que ça paraît cher au niveau subvention, mais il faut se rappeler que c'est les véhicules qui polluent le plus. Oui, tout à fait. Donc, les retombées, oui. Chacune de ces subventions-là, ils ont un gain important. Tout à fait. On va maintenant, parce que le temps file assez vite, hein? On est déjà rendu à 1 heure, mon cher ami, et on veut parler des statistiques un peu plus géographiques, mais c'est plus léger, plus rapide, ça devrait bien aller. On fait toujours un petit tour d'horizon là, pour voir géographiquement ces véhicules-là, ils s'immatriculent où. Donc, tu veux utiliser les données de la flotte entière de 2022? C'est pas que je veux, c'est qu'il faut. Je me rappelle, justement, dernière, à la fin 2024, on avait un peu cafouillé, c'était-tu 2022, 2023 et tout. Fait que là, j'ai revérifié, c'est ça, c'est les dernières données qu'on a, c'est 2022. On n'a toujours pas 2023 ni 2024. Donc, on continue de partir des données de 2022 qu'on interpelle avec la population. Ça, c'est des données publiques sur Internet et bon, c'est tout ce que la SAC l'ont pas facile en ce moment. C'est ça doit faire partie des coins ronds qui tournent en ce moment pour essayer de remonter à la surface. Tout à fait. Là. Donc, en première place, on avait la Montérégie. Est-ce que la Montérégie a été détrônée? Non, mais je dirais qu'il n'y a pas eu de changement de position. Aucun changement de position? Il y en a eu un. Okay. Mais pas dans les premiers, justement. La Montérégie reste la première. Et nos chiffres ne nous disent pas que c'est 7%. Les chiffres nous disent que c'est 6,999. On va y aller avec 7. Donc, la Montérégie a atteint le 7% des véhicules. Donc, 7% des véhicules qui roulent en Montérégie, immatriculés en Montérégie, sont électriques. En tout cas, rechargeables. C'est ça, exactement. Suivi de près, quand même assez près par Lanaudière. Et Lanaudière a quand même une bonne progression. Et justement, Laval, Lanaudière avait déjà dépassé Laval. Il commençait à se rapprocher de la Montérégie et il continue. Donc, il y a une bonne progression de la part de Lanaudière qui sont en 2e place, qui sont à 6,69. Et, comme j'ai dit tantôt, Laval en 3e position à 6,65. Donc, très près quand même. Oui, mais les mouvements au niveau des régions, c'est tout le temps lent, justement, parce qu'on parle de beaucoup de véhicules. Donc, une fois de plus, beaucoup de véhicules, c'est tout le temps plus long à influencer une tendance. Et là, il y avait une petite course à 2 là, qui se faisait entre l'Estrie et les Laurentides. Ça continue déjà. Ils chevalent de proche. C'est ça. Donc là, c'est l'Estrie qui s'était fait devancer, reprend les devants. Donc là, l'Estrie revient en 4e position avec 6,15 versus les Laurentides à 6,13. Donc, c'est très, très proche. Après ça, on a Montréal à 5,55. Et après ça, on arrive à toutes les autres régions. Il n'y a pas eu de changement d'ordre. Et on arrive aussi avec la moyenne de la province, qui est 5,24 Donc, dans tes 5 premières places, ils sont tous en haut de la moyenne provinciale. Exactement. 5,24. Si on regarde au niveau des villes, parce que là, on parlait de régions administratives, mais si on regarde au niveau des villes, une fois les petites villes étranges, les villes qui a comme 2 habitants, là, fait que s'il y en a un qui a un auto, il y a 50% de la population. Notre critère est à 1000, donc on regarde les 1000 habitants et plus. Ça serait parti de quelle façon? Il n'y a pas eu de changement sur la composition du palmarès des 5 villes, mais ils ont changé de place. Ils étaient tannés de leur place. Ils ont dit, je te laisse la place, prends la mienne. Donc, en première position, je pense que c'était Bromont et ça demeure Bromont à 12,83. Suivi de Lorraine, Bromont, c'est en Estrie, suivi de Lorraine dans les Laurentides à 12,49, Saint-Bruno de Montarville en Montérégie à 12,09, Rosemère... Qui est collé sur Lorraine, en fait. Là. Oui, OK. Dans les Laurentides aussi à 12%, et Senneville à Montréal à 11,96%. Donc, si on se rappelle, finalement... justement, la plupart de nos meilleures régions sont à 6 points cuc. Bromont est presque le double de ça. C'est quand même intéressant
de regarder ça. On fait toujours, puis c'est très ludique, là, mais une espèce de champion, des champions régionaux sans critères de population, cette fois-là, pour dire pour chacune des régions administratives, quelle ville fait le mieux. En Abitibi-Témiscamingue, Sainte-Germaine-Boulay. Je suis jamais allé à Sainte-Germaine-Boulay, toi. Il y a plein de places que j'ai jamais été là-dedans, moi. Donc, qui sont sûrement très intéressantes à visiter. Tout à fait. Mais sache, mon cher ami, qu'en Abitibi-Témiscamingue, si tu vas à Sainte-Germaine-Boulay, 5,6% de la population est électrique. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est Notre-Dame-du-Portage avec 7,1. En capitale nationale, donc la région de Québec, c'est Bois-Châtel à 9,6. C'est quand même bien. Le centre du Québec, c'est Lefebvre avec 6,9. Chaudière-Appalaches, la ville de Irlande. Qu'on avait Oui, il y a une ville qui s'appelle Irlande à 7,6% d'électrification. Sur la Côte-Nord, c'est Sept-Îles, en fait, la grosse ville de la Côte-Nord, à 2,8. En Estrie, tu l'as dit tantôt, Bromont, forcément, à 12,8. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, c'est Hope. Je ne connais pas la ville de Hope, mais il y a 3,7% d'électrification à Hope. Lanaudière, c'est Mascouche avec 9,5. Les Laurentides, Lac-Supérieur avec 24. On soupçonne que c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Exact. Hein? Oui. Ensuite, la Mauricie avec Lac-Normand, 7,1. La Montérégie, Saint-Bruno de Montarville, on l'a nommé tantôt, 11,6. Montréal-Sanneville également, on l'avait nommé, 12,1. Nord du Québec, Tasiu-Jack. Moi, j'avais aucune idée comment le dire. Tasiu-Jack. Je suis content que tu aies pris le relais. À 11,1%. Mon Inuktitut n'est pas très bon, mais il y a certains noms que je suis habitué de dire. L'Outaouais, c'est Chelsea avec 9,3. On finissait avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Passe dangereuse. Je vais m'abstenir de commentaires grivois, avec 6,3%. Moi, je pensais plus à une passe sur la route qui était dangereuse, mais bon. On a chacun nos passes. Donc, mon cher Fred, ça fait le tour, à moins que je me trompe, de l'analyse des statistiques qu'on avait pour ce trimestre-là. J'aimerais peut-être qu'on termine avec... on en a parlé un peu au cours de l'analyse, mais une petite ouverture là, sur nos prévisions. Qu'est-ce que tu entrevois pour le deuxième trimestre? Un peu comme on parlait tantôt de déplacement des ventes. Autant il y en avait beaucoup de ventes qui avaient été déplacées, si on veut, dans le passé par rapport à maintenant. Donc, il y avait été du monde qui ont fait le rachat un peu plus tôt en 2024, qui a contribué aux chiffres, appelons-les quasiment miraculeux, qu'on a eu en fin 2024. Ouais. Là, il y en a qui ont déplacé dans l'autre direction, vers le futur, à cause de la pause des rabais au Québec. Et donc, je m'attends à ce que le prochain trimestre soit mieux. Cette pause-là va avoir été réglée. Une partie des incertitudes vont avoir été réglées. Et tous ceux qui retardaient un peu, ben là, de manière, il y a des limites à ce qu'on peut retarder. Plus, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. C'est ça. On a besoin de la crème solaire pour vrai. Ouais. Donc, peut-être ça va inciter certaines personnes aussi. Donc, je m'attends à avoir quand même, on s'entend, ça ne sera pas le deuxième trimestre de 2024, c'est certain, mais ça devrait définitivement être mieux. C'est ce que je pense aussi. Écoutez, je vous rappelle que comme toujours, ce qu'on vient de faire là, c'est une analyse des statistiques qui est fait de façon très méticuleuse par nos collègues Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent. Vous pouvez retrouver sur le site web de l'AVEQ, assez facile à trouver, si vous allez sur la page des actualités, en haut à droite, là, vous avez un petit icône qui vous mène directement, un petit graphique là, de statistiques qui vous amène directement à l'analyse statistique. Tous les tableaux, toutes les données sont présentées là. Ce sont des tableaux interactifs. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer dans les tableaux et paramétriser les tableaux pour voir ce que vous avez besoin de voir. Par exemple, si vous êtes dans un tableau qui parle des ventes par région, ben vous pouvez filtrer, mettre juste là ou les régions qui vous intéressent. Un tableau par ville, mettre les villes qui vous intéressent, les véhicules, aller choisir les véhicules que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout ça, voir c'est lesquels les véhicules les plus populaires dans ma ville. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout paramétriser. Prenez le temps d'aller jouer là-dedans, là, que vous ne pouvez rien briser, ni votre ordinateur, ni les tableaux. Vous cliquez, vous allez jouer avec les paramètres et regardez, là, souvent, je l'ai déjà dit, mais les journalistes font surtout les journalistes régionaux, parfois veulent faire des statistiques ou donner des chiffres pour leur région. Ben, vous n'avez pas besoin là, de chercher bien longtemps. Vous allez dans le tableau, puis vous filtrez avec juste votre région, puis vous allez voir toutes les données que vous voulez. Donc, tout le travail est là, tout est fait. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous pouvez également écrire. Là, il y a une petite zone là, pour mettre des commentaires. Vous pouvez écrire, puis les responsables pourront vous répondre. Fred, merci pour le travail que tu as fait. Jean-François,
T'es pas là, mais on te remercie quand même. T'es là spirituellement ce soir, mais nous savons que tu as contribué grandement à l'analyse de ces chiffres-là. Et il nous reste plus juste qu'à nous dire, Fred, que si la tendance se maintient, ça s'améliorera les chiffres pour le prochain trimestre, puis on se redonne un rendez-vous dans 3 mois ou à peu près pour être capable d'analyser le deuxième trimestre de 2020. Il y a la pause de silence on roule de l'été. Exactement, ça va nous permettre là, de faire ça. Jean-François et puis Fred, vous faites un travail extraordinaire. Merci à vous deux. Et puis tout le monde, on se reparle bientôt. Ciao! Épisode hors série.